Merci Mathieu. Ça semble un peu étrange qu'un Anglais essaie de parler en français comme plusieurs intervenants non britanniques ont parlé en anglais, mais c'est comme ça. C'est le nouvel ordre. C'est le nouvel ordre. Et c'est toujours un peu difficile d'être un dernier dans une conférence comme ça quand tout a été dit et tout le monde pense au week-end à venir. Donc, pardon. Mais le point clé me semble que nous vivons dans un changement d'époque et pas seulement dans une époque de changement. And ce n'est pas business as usual, and it's not going to be business as usual. Il ne s'agit pas donc simplement de nouvelles tensions menaçant l'ordre et les institutions internationales de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Mais nous sommes confrontés à des défis imprévus face à ce qui semblait pour quelques penseurs, Francis Fukuyama, être une tendance imparable vers le capitalisme du marché, la mondialisation et la démocratie libérale. Et j'inclurai dans ces défis des développements dans la robotique, la génétique et l'intelligence artificielle qui soulèvent des points d'interrogation même sur ce qui signifie être humain. L'aube du deuxième mandat du président Trump a bien sûr approfondi ce sentiment d'incertitude. Comme le disait Lénine, il y a des décennies où rien ne se passe, et il y a des semaines où des décennies se succèdent. Et c'est certainement comme ça depuis janvier. Mais comme le laisse entendre la remarque de Lénine, ce n'est pas la première fois que le monde traverse des chocs stratégiques majeurs et des périodes de changement. En effet, on peut affirmer que ce sont précisément ces chocs qui conduisent à des nouvelles tentatives de formuler un ordre international et régional. Au cours des derniers siècles, par exemple, nous avons vu l'évolution des traités de Westphalie jusqu'à la naissance des Nations Unies, à travers le Congrès de Vienne et le Conseil de l'Europe et la Société des Nations établie après le bain de sang de la Première Guerre mondiale, chacun essayant de remédier les défauts de son prédécesseur. Et personne ne contestera que l'ONU fournit une solution définitive aux complexités des relations internationales. Ce n'est pas job done. Mais quels que soient les défauts de l'ONU, la plupart des gens affirmeraient que la ligne reliant la Westphalie à New York était une évolution ascendante vers une compréhension toujours plus élevée de la manière dont nous pourrions nous entendre est une évolution graduelle et encore inachevée du droit international conduisant à une plus grande coopération entre les nations. Personnellement, je pense qu'une telle analyse est beaucoup trop optimiste. J'ai une vision du monde essentiellement tragique. Et je ne crois pas qu'il existe une quelconque garantie d'une fin heureuse dans un paysage ensoleillé, même si le livre de Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, rappelle brutalement que pour la plupart des gens, le passé a été méchant, brutal et court. Au moins, aujourd'hui, nous avons quelquefois les bons dentistes. Mais chaque génération doit faire face à de nouveaux défis. Les choses tournent souvent mal et des catastrophes arrivent. Les pays, comme j'ai vu dans ma carrière diplomatique, peuvent prendre des décisions qui les font couler plutôt que les faire progresser. En tant qu'individu et en tant que communauté et nation, je soupçonne que nous oscillons et oscillerons éternellement entre un désir de bonheur et un désir d'intensité, entre désir d'union et de coopération et désir de tension et d'affrontement. En fin de compte, je pense que la principale différence entre les pays qui font des choix qui les nuisent, voire les détruisent, et ceux qui gèrent des choix plus sensés, c'est un bon leadership, comme a dit hier professeur Paul, en gardant à l'esprit qu'un mauvais leadership fait largement partie du mélange qui peut chuter un pays en bas. Et de bons dirigeants sont particulièrement nécessaires en période de changement et de défi, quand les gens, plus que pendant les périodes relativement calmes, ont besoin
de dirigeants capables de naviguer à travers un océan d'incertitude et de leur donner une vision, une identité et une direction. Cependant, il existe actuellement une perception d'un déficit de leadership, en particulier en Europe, mais pas seulement en Europe. Mais pour moi, le problème n'est peut-être pas le manque actuel de dirigeants, mais le type de dirigeants qui se font jour, même en Occident et même chez notre principal allié, les États-Unis. Peut-être vivons-nous à une époque où il semble y avoir un attrait renouvelé pour des dirigeants plus autoritaires, voire autocratiques, proposant des réponses simplistes à des questions complexes, combinées à un manque croissant de confiance dans la démocratie, en particulier chez les jeunes. Et ces dirigeants sont spécialistes dans le récit d'histoire tout aussi simpliste pour donner à leurs partisans une identité individuelle et collective et rassurante. Dans le monde d'aujourd'hui, par exemple, Poutine vend à son peuple une version attrayante mais trompeuse de l'histoire de la Russie en mettant les horreurs des goulags et les échecs du système soviétique. Même si président Trump aussi présente une version de l'histoire des États-Unis assez sélective, il peut au moins prétendre avoir mérité un deuxième mandat grâce à un véritable système démocratique. Même si une autre question qui me préoccupe en ce moment de changement d'époque est de savoir si cela marque également la fin de quelque chose que l'histoire dans l'avenir considérera comme l'ère démocratique disparue. De Tocqueville, un écrivain que j'admire beaucoup, craignait après tout que les démocraties ne soient détruites par le risque d'une tyrannie de la majorité, par une tendance inévitable au populisme simpliste, nationalisme, et par ce qu'il considérait comme une réalité troublante. Plus un pays est puissant, plus de mauvaises personnes chercheront à le diriger. Ces facteurs expliquent-ils la victoire de Trump? Et peut-on détecter les mêmes tendances de ce côté-ci de l'Atlantique? Et même dans les systèmes démocratiques qui évitent ces défis, nous sommes en droit de nous demander si les gouvernements nationaux, élus selon les caprices changeants de leurs électorats, sont capables de prendre les décisions difficiles nécessaires pour relever des défis transnationaux modernes, tels que le changement climatique ou l'intelligence artificielle, ou même ceux nécessaires à des engagements militaires stratégiques à long terme et coûteux, en termes de ressources et souvent aussi de vie humaine. De plus, je pense que j'ajouterai à la liste de Tocqueville des risques possibles pour la démocratie. Il me semble que nous avons vu ces dernières années des acteurs étatiques et non étatiques chercher et peut-être réussir à jouer le système, en anglais « game the system », et à saboter tout véritable processus démocratique. C'est là que ce que nous avons appris à appeler the information space, l'espace informationnel, est crucial. Nous savons, par exemple, combien d'efforts les Russes ont déployés pour tenter d'influencer le résultat des élections dans les pays situés à l'Occident, pas seulement dans les États comme la Roumanie à la Moldavie, mais bien sûr en Ukraine et ici en France et ailleurs. Les Russes sont massivement aidés dans leur tâche néfaste par les lignes de fracture de l'ère de l'information, the information age, avec les opportunités supplémentaires de désinformation et de fausses nouvelles qui offrent les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas sûr que le risque vienne uniquement d'États comme la Russie et la Chine. En ce qui concerne les États-Unis, par exemple, je m'inquiète depuis longtemps du facteur de l'argent dans la politique américaine et de la nécessité des candidats aux élections de réunir des sommes d'argent hallucinantes. Mais l'expérience a déjà montré qu'il reste aujourd'hui un point d'interrogation majeur quant à savoir si des tech overlords américains incroyablement riches comme Elon Musk, avec à la fois les sommes dont ils disposent et le contrôle d'instruments comme le X, le Twitter, peuvent plier l'espace informationnel d'une manière
qui déforment les avantages et les inconvénients d'une question particulière et profitent massivement à un candidat particulier. Pouvons-nous être sûrs que nos démocraties européennes survivront à moins que nous parvenions à mieux maîtriser cet espace informationnel, ou bien que les démocraties inévitablement lentes soient capables de relever tous les défis de changement d'époque actuelle, ou que la tendance croissante des dirigeants politiques des deux côtés de l'Atlantique à critiquer les institutions démocratiques telles que le système judiciaire ou même les résultats des urnes ne rangera pas davantage la confiance des citoyens dans la démocratie dans son ensemble. Je ne connais pas la réponse à ces questions. Je crains que, d'une certaine manière, plus une société est libre, plus elle est vulnérable et moins elle est capable de planifier l'avenir. En effet, les démocraties modernes comme la France et le Royaume-Uni, et même les États-Unis, sont-elles considérablement désavantagées par rapport à des systèmes politiques comme ceux de la Russie et de la Chine? Ou, à long terme, est-ce que les rigidités mêmes de ces systèmes, combinées à la capacité de l'Occident plus libre à changer et à s'adapter, feront que les sociétés plus ouvertes arriveront en tête? Je ne connais pas non plus la réponse à cette question, qui était aussi la question posée par George Kennan, le diplomate américain responsable pour la politique de containment de l'Union soviétique et le système communiste au commencement de la guerre froide. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai peur pour l'avenir de ce que de mon vivant nous avons appris l'Occident, pour les alliances sur lesquelles il repose, pour les valeurs qu'il représente. Tout dépend, en grande partie, je dirais, de la capacité de l'Europe et de l'Union européenne à faire face aux défis et à devenir un acteur suffisamment important, y compris dans les domaines de défense, sécurité et renseignement, pour jouer un rôle dans la conception d'un nouvel système d'ordre international qui pourrait émerger de désordres actuels, malgré l'héritage historique de ces défauts structurels et ces vulnérabilités aujourd'hui cruellement exposées parce que pendant des années, elle avait sous-traité sa sécurité aux États-Unis, ses approvisionnements en énergie à la Russie et son approvisionnement en matières premières en biens bon marché à la Chine. Et élever son niveau signifie, entre autres choses, que l'Union européenne résolve son propre déficit démocratique perçu, qui, à mon avis, est une des racines de notre perte actuelle de foi dans la démocratie. Mais je pense aussi que la question concerne chacun de nous en tant qu'individu. Si nous sommes prêts à voter pour les sacrifices nécessaires, si nous sommes prêts à ignorer ceux de nos propres dirigeants qui cherchent à baser leur attrait et leur style sur le modèle Trump, si nous sommes disposés à capables d'acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser les nouvelles technologies qui peuvent renverser nos démocraties, plutôt que de nous laisser maîtriser par elles, si nous sommes prêts, si nécessaire, à se battre pour nos valeurs. Des questions faciles à poser, des questions difficiles à répondre. Et ce sont bien sûr des questions qui s'adressent plutôt plus aux jeunes, à ISIS et ailleurs, plutôt qu'à ma propre génération fatiguée. Mais j'espère que le mantra que je partageais avec mes collègues du ministère des Affaires étrangères britannique n'a pas été oublié. L'espoir n'est pas une stratégie, mais le désespoir n'est pas une option. Merci beaucoup.